Oui, Monsieur Anthony, allez-y. Monsieur le Président, chers collègues, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit précédemment sur le sujet de la protection environnementale. Je maintiens, au regard de ce budget primitif, que l'ambition nécessaire pour répondre à l'urgence environnementale n'est pas au rendez-vous. Je vais juste revenir sur un point particulier, et j'y reviendrai chaque fois que ça viendra sur la table, sur la méthanisation. Contrairement à ce que vous m'avez affirmé la dernière fois, Monsieur le Président, le département est particulièrement engagé dans la promotion de la méthanisation. Et l'argument qui consiste à faire la différence entre petites et grandes installations, certaines qui seraient du biométhane ou du biogaz et d'autres, est totalement spécieux. Dans tous les cas, la production de méthane et de CO2 va à l'encontre des objectifs et des priorités relevés par le rapport du GIEC du mois d'août. Donc, je vous demande une nouvelle fois de bien vouloir faire la lumière sur ce procédé qui, a priori, va à l'encontre de la transition écologique, tout du moins de lever les doutes légitimes qui existent sur le sujet et qui sont exprimés par de plus en plus de scientifiques. Sur un tout autre sujet, nous avons été alertés car plusieurs projets d'installation de déchets de chantier, ou ISDI, sont en cours de projet ou d'élargissement sur le département. Et à plusieurs reprises, vous avez exprimé, Monsieur le Président, votre opposition à ces nouvelles installations. Or, on a constaté que lorsque le département est sollicité, par exemple comme PPA dans l'élaboration d'un PLU, assez récemment, le département ne s'est pas opposé, en contradiction avec l'avis du commissaire enquêteur d'ailleurs, à ce nouveau projet. Quelles sont vos intentions en la matière et comment comptez-vous mettre vos engagements en acte? Merci, Béatrice. Tu veux répondre ou Merci beaucoup, Président. Bien, eh bien, écoutez, Anthony, je suis ravie de pouvoir vous répondre en ce qui concerne la méthanisation. Effectivement, le département s'est engagé depuis 2020 dans Cap Méta, avec un certain Cap Méta 77, avec un certain nombre de partenaires. Et vous avez effectivement parlé que la méthanisation ne correspondait pas du tout à l'objectif de réduction de la production de méthane défini comme prioritaire par le GIEC. Or, en fait, et comme l'avait bien précisé notre président lors de la précédente séance, il ne faut pas confondre le méthane fossile et le biométhane. Or, le biométhane s'inscrit dans un cycle court de carbone, tandis que le méthane fossile, le gaz naturel, par son extraction via les puits gaziers, s'inscrit dans le cycle long du carbone. Le cycle court, c'est environ 4-5 ans. Le CO2 est présent dans l'atmosphère, il est absorbé en partie dans les eaux et en partie dans la matière organique. Alors que le cycle long s'étale sur des milliers, voire des millions d'années, puisque lorsqu'il y a la transformation en combustible fossile, les roches sédimentaires accumulent en fait ce CO2. Donc nous avons les émissions de méthane. La réduction des émissions de méthane repose sur la réduction de la consommation des hydrocarbures et des émissions issues du secteur agricole. Alors vous étiez très inquiet par rapport à la décarbonisation des réseaux de gaz, qui pour vous n'était pas un levier de réduction de la production de méthane. Or, en fait, la méthanisation, si elle ne permet pas complètement de décarboner notre mode de vie, puisque c'est un des objectifs définis comme prioritaire par le GIEC, puisque pour produire de l'énergie, le gaz est brûlé, ça c'était votre argument. Or, en fait, le biogaz, s'il n'est pas neutre, en revanche, le contenu carbone du biométhane est d'environ 10 fois inférieur à celui du gaz naturel. Et donc, la méthanisation nous permet justement de faire baisser au niveau de notre CO2. En ce qui concerne également, nous avons effectivement au niveau du biogaz, nous avons le bio-GNV. Et le bio-GNV, c'est ce qui va nous permettre également de réduire fortement nos émissions de CO2.
tellement fortement que cela s'élève à 80% par rapport à un véhicule essence ou diesel, donc ce qui est quand même tout à fait notable. Et vous aviez également des interrogations en ce qui concernait le digestat. Le digestat, lui, permet d'éviter donc des émissions de gaz du secteur agricole et qui produit des effluents d'élevage. Vous aviez également pris pour dire, en fait, la méthanisation, vous allez avoir énormément de camions sur nos routes. Eh bien, non. Pour une unité de méthanisation agricole, et c'est la quasi-totalité des unités de méthanisation en Seine-et-Marne, le trafic n'augmente en moyenne que d'1 camion par jour durant les horaires de travail. Donc c'est vraiment tout à fait anecdotique. Et de plus, voilà, il faut quand même souligner que dans les unités du département, eh bien, la majeure partie des produits qui nourrissent les méthaniseurs est produite au sein même des exploitations. Ce sont les résidus de culture, les effluents d'élevage, les cives. Donc les périodes d'ensilage et de sortie du digestat peuvent générer, mais c'est vraiment très ponctuel, l'augmentation du trafic de camions en moyenne 10 jours par an, 10 jours sur 365 jours. Donc l'unité de méthanisation au niveau de notre méthanisation agricole, ce sont des chiffres, des données particulièrement importantes. Vous aviez également, vous redoutiez que la méthanisation engendre des pollutions liées aux dioxines. Or, pour pouvoir avoir des dioxines, ce sont des substances qui sont produites par des réactions de combustion incomplètes lors d'un processus de cogénération. Or, en fait, dans le développement de la méthanisation au sens de notre charte CAP Méta 77, c'est axé sur le développement d'unités agricoles, sur le modèle non pas de cogénération, mais sur l'injection de biométhane. Donc les seules réactions de combustion possibles sur le site peuvent survenir en cas de problème d'exploitation qui nécessite à ce moment-là l'usage de torchères pour éliminer le trop-plein de gaz. Mais ces incidents n'arrivent cependant que très rarement, voire jamais, pour plusieurs méthaniseurs d'ores et déjà en activité en Seine-et-Marne. Donc vous avez également parlé d'injustice sociale par rapport à l'augmentation des prix de l'énergie. Mais tout ça, nous avons une standardisation dans la production de certaines pièces et les études menées pour réduire à la fois les coûts, les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement sont d'autant d'éléments qui vont permettre de diminuer le coût de production du biométhane et donc à terme, eh bien, le prix de rachat. Vous aviez également redouté, si je peux poursuivre, Président. Bien sûr, très intéressant, ça nous éclaire. Que l'implantation d'une unité de méthanisation engendrait une dévaluation de l'immobilier alentour. Alors, si cette crainte est tout à fait légitime, il y a eu une étude indépendante qui a été réalisée par Sega Immobilier et Kelia pour évaluer justement l'impact de l'installation d'usines de méthanisateurs agricoles sur les prix des transactions immobilières en Seine-et-Marne. Et cela montre qu'il n'y a aucun effet négatif sur le prix des maisons individuelles environnantes. Donc, vous aviez encore parlé du risque que nos agriculteurs ne fassent plus que de la cive et d'engendrer une concurrence entre les cultures qui sont dédiées à l'alimentation humaine et celles destinées à nourrir le méthaniseur. Or, la législation française est très claire, elle limite l'incorporation des cultures énergétiques et alimentaires cultivées à titre de culture principale dans la ration d'un méthaniseur à hauteur de 15% du volume total. Et en pratique, et là ce sont les chiffres aussi de l'ADEME 2020, cette part ne serait que de 3% à l'échelle de la France et 1% à l'échelle de l'Île-de-France. Donc c'est vraiment peanuts. Quant aux cultures énergétiques à vocation intermédiaire, les fameuses cives, celles-ci ne font que s'intercaler entre deux cultures principales alimentaires,
puis sont récoltés et utilisés comme intrants afin de produire du gaz vert. Donc les cives, elles ont en plus cet intérêt d'offrir une couverture permanente du sol qui préserve la qualité du sol. Ça n'épuise pas le sol, mais ça, au contraire, améliore sa structure et sa composition. Vous redoutiez que la méthanisation engendre des nuisances olfactives. Alors, dans la mesure où le processus de méthanisation intervient en cuve étanche, je vais vous inviter à déjeuner là. Il ne génère pas trop de... Si j'avais pensé qu'on prendrait autant soin des questions que je posais, madame, j'en aurais pas posé autant d'un coup, voyez-vous. C'est quand même important. Laissez finir, Béatrice. Voilà. Elle n'en est qu'à la moitié. J'ai presque fini et encore, je vous fais ça très très rapidement. Donc les nuisances olfactives, ça ne génère pas d'odeur en conditions normales de fonctionnement. Quelquefois, il y a eu, au moment de la réception de certaines matières premières, du lisier, du fumier, des biodéchets, et d'ailleurs j'étais chez Equimé il y a peu de temps, il peut arriver qu'il y ait, mais tout à fait de manière ponctuelle et qui ne sera pas renouvelée, c'est accidentel, qu'il y ait quelques odeurs, mais ça a été complètement réglé. Donc la méthanisation n'entraîne pas de pollution du sol. Les entrants sont bien entendu compatibles avec un retour au sol et de qualité. Il n'y a aucun risque que les digestats soient polluants pour les sols. Et de plus, il ne faut pas oublier que les agriculteurs sont les premiers concernés par la préservation de la qualité de leur sol, qui constitue leur outil de travail principal. Et notamment, le plan d'épandage comporte toujours, notamment, des règles de distance vis-à-vis des habitations et des points d'eau. Donc, la survenance d'un accident industriel est possible dans le cas, notamment, de la rupture d'une cuve. Il n'y a pas de risque d'implosion. Il y a la mise en place d'une zone de rétention étanche et les cuves de réception d'intrants et de méthanisation sont complètement doublées. Voilà. Bon, méthanisation, le compostage et la méthanisation, ça sera l'occasion de notre déjeuner. Absolument. Permettez de terminer. Alors, monsieur Gratacos, et après Julie Gobert. Très rapidement, parce que je ne peux évidemment pas revenir dans le détail. Je vous remercie, madame, d'avoir pris soin de me répondre point par point. Je ne m'attendais pas à ce défilé de réponses aujourd'hui. Évidemment, ça mériterait un débat approfondi parce qu'il y a des points de désaccord dans ce que vous avez annoncé. J'en citerai qu'un pour vous donner un exemple. Par exemple, sur les intrants qui sont évidemment pollués par les pesticides et par les métaux lourds. Et vous ne pouvez pas me dire que quand ils sortent, ils ne le sont pas puisqu'ils entrent en laitant et ils ne sont pas traités entre-temps. Donc vous voyez, rien que là-dessus, il faut un tout petit peu se creuser pour essayer de déjouer la propagande des entreprises de la filière, si je puis dire. Mais on y reviendra et l'exercice que vous venez de faire, madame, démontre la nécessité qu'on ait dans cette assemblée, puisqu'on vote des crédits, puisqu'on en fait la promotion, un réel débat sur le sujet. Julie. Oui, c'était juste pour pouvoir être invitée au déjeuner. Parce qu'effectivement, je pense que ça demande un débat approfondi et sans doute de s'appuyer effectivement sur des travaux de recherche qui ne se limitent pas à ce qui a été cité sur les pollutions, les nuisances et les impacts. Merci. Bon, moi je tiens vraiment à remercier Mme Béatrice d'avoir donné autant d'informations. J'en connaissais certaines, d'autres que je ne connaissais pas. Donc merci effectivement de nous avoir éclairé sur la méthanisation. Je ne sais pas si tu peux devenir demain intervenante à C'est pas sorcier, mais quelque part tu as quand même, hein, tu nous as bien éclairé. Non, vraiment merci. Et effectivement, ce débat est un vrai débat, mais comme il est, si vous le permettez, un vrai débat sur l'ensemble des énergies nouvelles. Les éoliennes méritent débat. Le parc solaire mérite débat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mais c'est bien effectivement que l'Assemblée soit éclairée
par ces sujets. Je vous laisserai le soin, effectivement, en commission ou lors d'un déjeuner, d'échanger. Alors, sur la problématique des sites, par contre, de réception de déchets, qu'ils soient inertes ou pas d'ailleurs, sachez ma volonté de limiter les choses. Je parle sous le contrôle de l'administration qui était présente à mes côtés lors de ma dernière réunion avec le préfet. Il n'y aura plus aucun avis favorable du département sur l'ensemble des sites qui seront destinés en Seine-et-Marne. D'ailleurs, j'en découvre au fur et à mesure, notamment dans le nord du département. Je viens d'apprendre d'un nouveau site sur Saint-Patu que je ne connaissais pas. Il a fallu de façon indirecte que je connaisse l'existence de ce site, donc nous rentrerons là aussi dans une procédure où le département qui sera amené à se prononcer donnera un avis défavorable, comme je l'ai donné aussi sur le Pays de l'Ourcq, malgré, entre guillemets, ce qu'on peut penser, et notamment la proximité que je peux avoir avec les élus.